Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste républicain et citoyen à l'Assemblée nationale. Vous êtes un proche de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Pour vous interroger cette semaine, Corinne Laurent pour le quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Bruno Le Roux, ça fait à peu près 6 mois que la gauche est au pouvoir. Le Premier ministre et le Président de la République sont en chute libre dans les sondages. Les 3 législatives partielles du week-end dernier n'ont pas été fameuses pour le PS. On peut même parler de décrochage, même si c'était des circonscriptions plutôt à droite. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est le pays, la situation, la crise. Et il y a une attente de la part des Français, il y a des interrogations et nous devons répondre à ces interrogations. Moi, vous savez, c'est sur les 5 ans, même si je ne fixe pas les objectifs uniquement à la fin de la législature. Il y a des objectifs qui ont été fixés par le président de la République sur la fin de l'année 2013, notamment en matière de chômage. Mais je comprends qu'il y ait aujourd'hui dans cette situation des Français qui se posent la question de savoir si ce que nous faisons est bien de nature à régler les problèmes, si nous sommes en situation. Et moi, je veux leur dire ici, et je vais essayer de l'expliquer pendant toute cette émission, ce que nous faisons, les urgences auxquelles nous avons dû répondre, la trajectoire qui est la nôtre, redresser l'économie française, redresser les finances de notre pays, réformer en profondeur son système éducatif, réformer en profondeur son système fiscal. Tout cela conduit aujourd'hui à ce qu'il y ait des politiques mises en œuvre. J'espère que très très vite nous en verrons les résultats. Alors, et que les Français surtout en verront les résultats. Nous avons 50 minutes pour cela. Première question de Corinne Laurent. Justement, est-ce que votre communication a été n'a pas été assez imprécise sur certains dossiers ? Non, enfin, ou plutôt si. Ça n'a pas été pour l'instant la première priorité. D'ailleurs, la communication dans la situation du pays ne peut pas être la première priorité. Mais enfin, entre ne pas en faire une priorité et ne pas suffisamment expliquer ce que nous faisons, et j'en prends toute ma part, parce que je crois que c'est aux parlementaires. Et c'est eux qui sont en première ligne sur le terrain pour aller rencontrer les électeurs, pour aller rencontrer les Français, pour discuter avec eux, pour essayer de donner du sens à l'action. Ce n'est pas simplement la conférence de presse du président de la République qui doit faire cela, même si elle a permis de donner le cap et de dire ce que nous faisons. Mais oui, je crois que sur chacun des domaines, quand je vous parle des urgences sur lesquelles nous avons dû essayer de reprendre pied, quand je parle du cap que nous essayons de donner aujourd'hui au quinquennat, cela demande toujours plus d'explications et je pense que nous n'avons pas été suffisamment performants sur ce thème. Ce que veut dire Corinne Laurent, c'est qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a une vraie cohérence dans la ligne politique qui est appliquée par le gouvernement. Je vais vous la donner, la cohérence. D'abord, retrouver la souveraineté pour notre pays. Ne plus dépendre uniquement des marchés financiers. Retrouver les marges de manœuvre. L'endettement dans notre pays avait atteint un niveau record. Le déficit des finances publiques, malgré la bonne gestion dans laquelle se drape toujours la droite, n'a pas été respectée ces dernières années. Donc c'est le premier cap. Redresser le pays, c'est ne plus le faire dépendre aujourd'hui uniquement des banquiers. C'est lui donner des marges de manœuvre. C'est la trajectoire des finances publiques que nous avons. Ensuite, Bruno Le Roux, si la droite l'avait emporté il y a 6 mois, est-ce que cela aurait été différent ? Mais cela aurait été différent. Vous savez bien ce qui s'est passé. Sous le précédent quinquennat, y aurait-il eu des raisons que cela change ? Non. Les injustices auraient augmenté. Les différences se seraient encore faites entre les plus pauvres et ceux qui sont les plus riches. La justice n'aurait pas été au rendez-vous. Les grandes réformes de société n'auraient pas été avancées. Mais là, on parle de l'orthodoxie. Vous parlez de l'orthodoxie financière, les déficits. Qu'est-ce qui différencie là, en la matière, la gauche de la droite ? Mais d'abord, le fait que durant le dernier quinquennat, tout s'est creusé. Alors que M. Fillon annonçait qu'il y avait un État en faillite au début des 5 années de Nicolas Sarkozy, on s'est retrouvé avec 600 milliards de plus de dettes, avec un déficit record, et la crise à bon dos. Parce que jamais d'économies réelles n'ont été faites, parce que jamais les dons qui avaient été faits par l'État, et je parle de dons aux plus privilégiés, n'ont été remis en cause, même dans la période de crise. Mais ça, c'est une différence fondamentale. Il est impossible en période de crise de dire aux Français qu'il y a une partie qui va toujours payer et l'autre qui va toujours être épargnée par les efforts.
Et ça, les décisions que nous avons prises dès l'été dernier en matière de justice fiscale, ça a été la première vraie différence entre ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, alors justement, est-ce que l'annonce du pacte de compétitivité n'est pas un tournant pour la gauche? Et est-ce que de ce point de vue-là, le Parti socialiste n'aurait-il pas fait son bas de Godesberg? Je l'espère. En tout cas, je remarque qu'au sein du groupe socialiste, même s'il y a des questionnements, vous savez, dans une période de crise, 20 milliards sous forme d'un crédit d'impôt donné aux entreprises, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Elle doit avoir des conséquences, et elle doit avoir des conséquences notamment en matière d'emploi, mais pas simplement en matière d'emploi. Il y avait une réalité dont nous devions nous rendre compte. Il a fallu que ce soit quelqu'un d'indépendant, M. Gallois, reconnu par tout le monde qu'il le dise. Mais enfin, nous le savions tous, la perte de compétitivité de la France. Le fait que nous étions classés dans les derniers pays européens en matière de compétitivité, et le fait que rien n'avait été fait, là encore pour les entreprises ces dernières années, pour essayer de faire en sorte de restaurer cette compétitivité. Alors, il fallait prendre des mesures. Un rapport indépendant donnant des solutions, le lendemain un plan gouvernemental et quelques semaines plus tard un passage à l'Assemblée. Eh bien ça c'est de l'efficacité tout simplement parce que nous ne souhaitons différer aucune des grandes décisions. Nous ne souhaitons pas faire à la fin d'un mandat. Je me souviens que la TVA sociale dont on parlait pour la compétitivité des entreprises avait été faite par le précédent gouvernement à la dernière minute pour prendre effet au début du prochain quinquennat. Mais ce n'est pas une façon de faire. Nous souhaitons prendre les décisions dès le début pour qu'elles portent leurs fruits. Ça ne sert à rien de se voiler la face et de dire le problème n'existe pas. Il existe en matière de compétitivité. Nos entreprises ont un problème. Nous avons souhaité le régler dès le début du quinquennat. Question de Romain Mazneau pour RCF. Alors, un des derniers pataquès en date, c'est Florange, évidemment, avec un ministre Arnaud Montebourg désavoué par son Premier ministre, des salariés qui se sentent trahis à Florange. Quelles leçons vous en tirez? Est-ce que l'idée de nationalisation temporaire est définitivement écartée pour tout site industriel, ou est-ce que c'est une idée qui peut servir, et dans quel cas? Ce pataquès est incompréhensible. Moi, je demande aux ministres aujourd'hui, à tous les ministres, de s'aligner sur la position du Premier ministre et d'arrêter le jeu. Parce qu'à vouloir faire croire à les salariés qu'il y a une autre solution que celle qui a été mise en œuvre, on court le risque qui est le risque qui nous pend au nez aujourd'hui. C'est-à-dire non simplement avoir des salariés mécontents, mais avoir des Français qui pensent qu'il y avait une autre solution. Or, sur le site de Florange, il n'y avait aucune autre solution que celle qui a été mise en œuvre par le Premier ministre. Parce que notre priorité, c'était de sauvegarder l'emploi. Et que toute autre solution, la nationalisation que nous avons étudiée, bien entendu, ce serait fait de façon contentieuse, aurait pris du temps, aurait subi des recours, et qu'entre-temps, il y aurait eu un plan social. Et il y aurait des salariés qui auraient été mis sur le côté, qui auraient eu du mal ensuite à revenir dans une situation d'emploi salarié sur ce bassin. Et donc la solution a été la seule qui pouvait être prise, et je veux en convaincre les Français en leur disant que le premier objectif que nous avions, défendre l'emploi, a été respecté. Le second que nous avons, c'est défendre un avenir industriel au site, est en voie d'être transformé par un projet qui est un projet d'un démonstrateur pour produire de l'acier propre. Et que donc l'État a tenu les engagements. Pour répondre à votre question précisément, non. La nationalisation n'est pas écartée pour d'autres sites. Il peut y avoir à une double condition, que l'État rentre temporairement dans une entreprise et qu'on sache donc en rentrant comment on en sort. C'est-à-dire que l'État doit être là pour favoriser une transition industrielle et non pas pour devenir un service public de l'acier ou de la sidérurgie, par exemple. Quand les élus socialistes mosellans, quand Aurélie Filippetti disent qu'ils ne croient plus en la parole de Mittal, vous leur dites quoi? Vous leur dites, bah si, Mittal a toujours respecté ses engagements par le passé, on y croit? Je ne défends pas Mittal. Je défends le rôle de l'État, qui est un rôle de médiateur. Je défends le rôle du Parlement qui vient de mettre en place ce matin même une commission de suivi des accords et en même temps pour regarder le fonctionnement d'un certain nombre d'entreprises qui ont pris les engagements vis-à-vis de l'État en matière d'emploi. Et donc moi je suis dans une fonction de contrôle et l'État doit jouer une fonction de médiation avec les moyens qui sont les leurs. Mais je n'ignore pas que M. Mittal a plusieurs fois remis en cause des engagements qu'il avait pris, qu'il a plusieurs fois essayé de scinder ses sites pour jouer un site contre un autre, un pays contre un autre. J'étais en Belgique il y a quelques jours et nos amis belges à Liège sont très très inquiets de ce qui se passe ici parce qu'ils disent on va connaître la même chose nous et on essaye de nous découper. Et donc je n'ai pas confiance a priori moi dans les engagements de M. Mittal. Simplement, j'estime que pour les salariés, la solution qui a été trouvée était la seule, la meilleure et qu'il nous appartient maintenant de faire en sorte qu'elle soit réellement mise en œuvre. Romain Mazneau pour RCF. Arnaud Montebourg peut rester au gouvernement, il est complètement silencieux, il refuse de s'exprimer maintenant. Mais je le souhaite qu'il reste au gouvernement.
parce qu'il a une panoplie d'outils, dont la nationalisation temporaire dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent s'appliquer sur d'autres sites, sur d'autres endroits. Mais il ne faut pas faire une fixation. Je l'appelle aujourd'hui à dire clairement que sur le site de Florange, la solution qui a été prise était celle qui préservait la double volonté de l'État. Sauvegarde de l'emploi, poursuite d'un projet industriel, et donc ne laissons pas planer d'autres hypothèses qui sont des hypothèses qui apportent de la confusion. Il y a assez de boulot à faire ailleurs pour qu'Arnaud aujourd'hui se mette dans la situation, ce qu'il fait d'ailleurs, de traiter la multitude de problèmes qu'il a et de ne pas se focaliser uniquement sur Florange et sur la bonne décision qui a été prise. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Vous avez dit retrouver la souveraineté. C'est un petit peu étonnant comme formule. J'aimerais savoir ce que vous voulez vraiment mettre comme ambition dans cette formule. C'est juste une formule creuse ou alors jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour pousser ce principe jusqu'à son terme? Je suis prêt à aller jusqu'au fait que le premier budget ne soit plus le service de la dette dans notre pays. Et c'est ça pour moi d'abord la première des souverainetés. Que nous ayons la pleine maîtrise de nos orientations budgétaires, que nous puissions avoir un premier budget qui ne soit pas le remboursement de la dette et que nous n'obérions pas le futur des prochaines générations. Mais par quelle décision politique cela va-t-il se concrétiser? Est-ce qu'il y a un changement de cadre, de règle du jeu? Mais vous ne l'avez pas vu, je vais vous l'expliquer. La trajectoire des finances publiques qui a été donnée par le gouvernement, l'objectif de 3%, alors que nous partons de très loin. Mais ça, c'est un objectif européen, c'est pas un objectif souverain, ça. Hein. Mais c'est un objectif qui n'avait pas été respecté auparavant, malgré le fait qu'il soit européen. Et ceux qui étaient avant nous, il était aussi européen, cet objectif. À aucun moment, ils ne l'ont respecté. La trajectoire de désendettement du pays, mais enfin 600 milliards de plus sur le dernier quinquennat, mais c'est vivre à crédit. Quand on voit que tous les cadeaux qui ont été faits aux plus favorisés l'ont tous été à crédit, quand on voit que la baisse de la TVA sur la restauration a été faite totalement à crédit, mais enfin ce n'est pas une façon de gérer. Les économies dont vous parlez, c'est demandé par les marchés financiers et par l'Europe. C'est demandé pour que la France, précisément, garde une crédibilité, pour qu'on reste crédible. Vous savez, les marchés financiers... Alors que vous nous dites l'inverse, vous nous dites de retrouver notre souveraineté par rapport aux marchés financiers. Mais là, vous appliquez la loi des marchés financiers. Ils nous contrôlaient auparavant. Vous savez, quand on est obligé de subvenir à l'économie d'un pays en lui prêtant, en fixant les taux que l'on veut, là, nous avons retrouvé la maîtrise de nos taux. Vous croyez que les marchés n'aimeraient pas nous prêter un peu plus cher aujourd'hui ? C'est simplement une question de confiance qui est là. S'ils nous prêtent aujourd'hui à des taux négatifs, en fait, ce que vous voulez, c'est retrouver la confiance des marchés, c'est ça. C'est retrouver la confiance des Français. Et pour cela, il faut retrouver la confiance sur la politique que nous incarnons, sur la maîtrise que nous avons de notre destin. Et oui, je le dis, c'était coupable. Coupable pour nous, coupable pour le pays, coupable pour l'avenir, que de laisser filer les déficits et l'endettement du pays, comme l'a fait la précédente majorité. Je reviens d'un mot sur Florange. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le site est sauvé? C'est les mots que vous avez employés il y a une semaine à peu près. Oui, je pense que le site est sauvé. Je pense qu'il y a Qu'est-ce qui est sauvé? Je voudrais qu'on soit précis là-dessus. Qu'est-ce qui est sauvé? Et ce qui est sauvé, d'abord, c'est la pérennité de l'activité principale qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la filière froide. D'accord. Par même le transfert d'activité sur un bassin d'emploi tel que celui-ci, c'est important. Donc, le fait à contrario, on ferme les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais les hauts fourneaux, depuis très très longtemps, étaient de toute façon dans une situation très difficile, puisqu'il y a une durée de vie. C'est ce que dit M. Mittal ce matin dans une interview au Figaro. Mais je l'avais dit, allons-lui, ce n'est pas... Donc tout le monde savait que ça allait fermer. Ce n'était pas un secret, il y a une durée de vie sur les hauts fourneaux qui était 2014 et 2015. Et donc, s'il n'y avait pas eu les hauts fourneaux, c'est des installations qui sont techniquement très précises, et sur lesquelles il faut des maintenances et qui ont des durées de vie. Si on l'éteint, on ne le rallumera pas. Si on l'éteint, on ne le rallume pas. Et donc, il y aurait eu de toute façon en 2014 et en 2015 un problème qui se posait avec les hauts fourneaux. Donc c'est une anticipation. Aujourd'hui, je ferme le haut fourneau. Non, et nous lui disons, nous avons un projet qui est un projet pour permettre à ces hauts fourneaux de se transformer dans un démonstrateur qui s'appelle Ulcos, dont le projet va être déposé à la Commission européenne qui doit en financer 40%, nous espérons 40% le plus rapidement possible. Mais donc nous essayons par rapport à quelque chose qui, si cela s'était passé sans l'État, parce que je vous rappelle que nous sommes dans une affaire totalement privée, si l'État n'était pas intervenu, il y avait la fermeture à coup sûr de la filière chaude en 2014 et en 2015. Et nous essayons de nous battre contre ça. Et vous croyez au projet Ulcos alors que la tonne de CO2 fait qu'aujourd'hui, Ulcos n'est absolument pas rentable? Mais d'abord, oui, il y a un problème de tonnes de CO2 et des prix de tonnes de CO2, mais il y a en même temps la nécessité, et l'Union européenne l'acte, d'avoir un démonstrateur. Et donc de pouvoir, pour la première fois, essayer d'avoir un site qui fonctionne autour de cette technologie. Ensuite, il faudra des adaptations, il faudra un certain nombre d'aides, il faudra que M. Mittal prenne sur les bénéfices très confortables
de cette entreprise pour essayer de promouvoir cette activité. Mais oui, je crois qu'il y a un avenir sur le site de Florange. Monsieur Mittal dit qu'il va mettre 180 millions dans le site de Florange. En fait, les spécialistes font remarquer qu'il ne mettra que 50 millions, ce qui est largement insuffisant pour relancer l'activité. Cela fait partie du suivi que nous allons avoir. Nous, à l'Assemblée nationale, nous avons intégré dans notre comité de suivi l'engagement de 180 millions de M. Mittal sur le site et nous souhaitons pouvoir être en discussion avec lui sur la fonction de contrôle qui est la nôtre pour bien vérifier. De la même façon que nous avons au titre de l'avenir un État qui s'engage sur 150 millions de son côté sur le même site. Et s'il ne remplit pas ses engagements, quels sont les moyens de coercition dont dispose le gouvernement? Vous savez, nous sommes sur une affaire qui est une affaire privée. Nous sommes en situation de médiation politique, de médiation économique. Donc moi, pour l'instant, je me fixe l'objectif que des accords qui ont été rendus publics avec le sceau de l'État soient respectés. Et je ne me mets pas encore dans la situation de savoir si M. Mittal ne le fait pas. J'accorde quand même, après ce qui s'est passé, un peu de confiance à la façon dont nous allons mettre en œuvre ensemble ces engagements, dont nous allons défendre à Bruxelles ce projet ULCOS 2. Et donc voilà, je regarderai avec attention, il n'y a pas de naïveté, c'est le fait que nous avons mis en place un comité de suivi, et dans le même temps, je ne veux pas déjà me situer dans la perspective où les choses ne seraient pas respectées. Question de Corinne Laurent-Lacroix. De fait, pourquoi est-ce si difficile politiquement d'avouer, de dire que la sidérurgie c'est fini? Parce qu'il y a besoin d'acier, tout simplement. S'il n'y avait plus besoin d'acier, il y a une baisse de la consommation mondiale qui est liée à la crise, mais il y a toujours un besoin d'acier. Et au moment où les choses redémarreront, j'espère le plus vite possible, on voit que des choses sont en train de repartir, d'ailleurs avec en grosse partie la filière énergétique qui s'est renouvelée aux États-Unis, mais le souhait que nous avons, la perspective à laquelle nous travaillons, c'est qu'en fin 2013-2014, il puisse y avoir un redémarrage, il y aura besoin d'acier, et il y aura besoin d'acier de qualité, d'acier tel que nous savons les produire en France, et donc nous n'acceptons pas aujourd'hui qu'il soit fait une croix sur cette filière dans notre pays. Le socialisme a été colonisé par le reaganisme. C'est Arnaud Montebourg qui dit ça, des journalistes à Bruxelles, lors d'une petite conférence de presse. Je ne comprends pas cette phrase. En tout cas, elle ne reflète absolument aucune réalité, ni dans la vie que je vois politique au sein du groupe, ni dans les fonctions gouvernementales qui sont les siennes. La transition l'intervention dans les questions économiques, le fait de vouloir reprendre pied sur ces questions, symbolisées par le ministère du redressement productif, me semble être à l'opposé de cette formule. Vous n'avez pas le sentiment tout de même qu'au sein de la gauche aujourd'hui, il y a, je dirais, deux gauches, comme il y avait deux droites autrefois. Une gauche qui propose une alternative et puis une gauche sociale libérale qui est incarnée par le choc de compétitivité dont non, je on ne vois parlait pas la tout à l'heure. séparation que vous faites. Je pense qu'il y a une gauche qui offre aujourd'hui une alternative à la politique que nous avons connue toutes ces dernières années, qui est la gauche que vous voyez au pouvoir, la gauche que je représente aujourd'hui, et qui n'a pas peur de dire qu'elle est de gauche, qui veut redresser le pays, qui veut le changer, mais qui assume d'être à gauche et de le faire avec des idées de gauche. Et à côté de cela, il y a une gauche qui n'incarne pas cette alternative. Qui peut incarner une protestation, qui peut incarner quelquefois une souffrance, avec la part que cela a de sincérité dans l'expression de cette souffrance, mais il n'y a pas d'alternative à gauche à la politique que nous menons. Il y a une alternative à droite. Elle existe, nous la connaissons, nous l'avons connue pendant 10 ans. Mais à gauche, il n'y a aucune alternative à la politique que nous menons aujourd'hui. Question de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. La gauche dont vous parlez, la gauche qui représente une alternative, c'est une gauche libérale, ainsi que Jean-Michel le disait à l'instant. Qu'est-ce qui vous distingue de l'autre camp qui est libéral également ? Mais tout ce que nous faisons. Je ne vois pas vraiment l'alternative. Mais si vous pensez que ce que nous faisons, très franchement, quand nous avons mené cet été, et là encore sur le projet de loi de finances, le débat fiscal à l'Assemblée nationale, personne n'est venu nous dire que nous faisions la même politique que la droite. Ni la droite qui a condamné ce que nous faisions. Vous avez augmenté les impôts comme la droite, je veux dire. Oui, enfin, de façon un peu différente, avec des efforts qui ont été portés un peu différents. Vous savez, la tranche d'impôt à 45% pour remettre de la progressivité à l'intérieur de l'impôt, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant. La justice en matière d'impôt, la capacité à contribuer en fonction de ses facultés avait été abandonnée ces dernières années, au profit d'ailleurs des plus privilégiés dans notre société. La tranche d'impôt à 75% de façon momentanée, certes, mais en même temps symboliquement forte, ce n'est pas la droite qui l'aurait fait. L'imposition des grandes entreprises qui était... En fait, c'est l'imposition qui vous distingue. Mais ce n'est pas simplement l'imposition. C'est le taux d'imposition. Nous parlerons peut-être tout à l'heure des mesures en matière d'emploi. Avez-vous le souvenir, pouvez-vous nous citer un seul dispositif qui a été mis en place par la précédente majorité en matière d'emploi ces 5 dernières années? Un seul, je ne vous en demande pas deux, un seul. Vous ne pourrez m'en citer aucun.
À la limite, vous allez peut-être vous en tirer en me disant la défiscalisation des heures supplémentaires, que vous ramènerez à quelque chose qui a trait à l'emploi. Zéro effet, même des contre-effets en matière d'emploi. Mais là, c'est une vraie différence. Quand on remet l'emploi au cœur des politiques publiques, le contrat de génération, les contrats d'avenir, la négociation avec les partenaires sociaux, tiens, c'est une méthode différente, ça aussi, avec la droite. Ça Quand on mettait en cause tous les corps intermédiaires. Ça fait 20, 30 ans qu'on entend ce discours-là. Mais ça fait 20 à 30 ans, et bien nous le faisons aujourd'hui. Et nous essayons de faire une politique où vous pourrez me reprendre chacun des projets, je vous montrerai les différences qui étaient faites avec ce qui était fait avant, et je pourrais peut-être même vous donner un ou deux adjectifs qui fait que vous reconnaîtrez que c'est des vraies politiques de gauche. Alors, je vous propose de marquer notre première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler justement de l'emploi et de la pauvreté en France. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député de Seine-Saint-Denis. Pour vous interroger, Bruno Le Roux, Corinne Laurent pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Il y a aujourd'hui, vous le savez, 8 millions de pauvres, des jeunes, mais aussi des personnes âgées, des femmes célibataires avec enfants. Comment fait-on face à ce phénomène en période de crise? Jean-Marc Ayrault a annoncé cette semaine un plan contre la pauvreté. Les associations disent effort louable et courageux, mais peut mieux faire. On peut toujours mieux faire sur ce type. Je prends la remarque très très au sérieux. Ce que nous avons décidé, c'est de ne pas oublier qu'ils existent, c'est 14% de la population, et de ne pas les montrer du doigt, de ne pas les stigmatiser, de ne pas chercher à opposer, de faire en sorte d'essayer de faire revivre une société. Et moi, j'ai été, vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, ce nouveau rapport qui a été sorti sur l'évolution des inégalités en France, qui montrait bien que non simplement il y avait plus de pauvres, mais que les inégalités avaient progressé, que l'écart s'était fait encore plus fort dans cette période de crise entre les Français. Et une société, ce n'est pas ça. Une société, il doit y avoir une forme de cohésion. Et que la cohésion, c'est d'essayer de réduire les écarts. En tout cas, de faire en sorte que personne ne soit relégué aux marges. C'est-à-dire que tout le monde puisse essayer de vivre et plus simplement de survivre. Et ce que nous essayons de faire avec quelque chose qui débouchera sur un plan le 22 janvier, puisque nous sommes aujourd'hui au milieu d'un travail qui a été mené par 11 ministères avec des associations. Et c'est pour ça que je prends en compte totalement ces remarques des associations, parce qu'il nous reste un mois, un peu plus d'un mois de travail avant de finaliser le plan le 22, mais c'est d'une importance capitale. Parce que quand on regarde aujourd'hui ces jeunes qui sont en situation d'exclusion et qui, malgré tous les dispositifs dont je peux parler en matière d'emploi, si nous ne faisons rien, ne pourront pas accéder, même aux dispositifs permettant aux plus déqualifiés d'entre eux d'arriver, parce que tout simplement, quand on est aux marges, on n'arrive pas à revenir sur quelque chose qui est un fonctionnement normal, qui est la capacité à accéder à un emploi. Et donc moi, je fais mien toutes les propositions, que ce soit la revalorisation du RSA qui a été oubliée, que ce soit les ouvertures de droits pour ceux qui aujourd'hui devraient pouvoir bénéficier de prestations, devraient pouvoir bénéficier d'aide, mais soit ne peuvent pas y accéder ou n'ont pas les moyens d'y accéder ou ne pensent pas y accéder ou ont un blocage par rapport à cela, de quelque nature qu'il soit. On a une petite infographie d'ailleurs, si on peut la voir. Pour les radios, je vais la commenter. C'est un rapport de la CNAF qui montre que 68% des gens qui pourraient avoir recours au RSA activité n'y ont pas accès. Et globalement, c'est 50% des gens qui n'ont pas recours au RSA alors qu'ils pourraient en bénéficier. C'est un problème, et il faut veiller toujours à faire en sorte de garantir l'ouverture des droits pour ceux qui peuvent y avoir accès. C'est une question de solidarité nationale et donc je suis heureux que cela fasse partie des priorités du plan, de faire en sorte que dans le lien personnel que nous devons retrouver avec tous ceux qui sont aujourd'hui en situation d'exclusion, parce que c'est bien cela, quand on est aujourd'hui dans cette grande pauvreté, on est aussi souvent en situation d'exclusion. Essayez de resserrer les liens. Et moi, je le dis ici, ce que nous voulons faire là, ce n'est pas ce qui a été fait ces dernières années, c'est-à-dire toujours de faire en sorte d'opposer. Moi, je ne considère pas que ceux qui sont dans cette situation de pauvreté aujourd'hui doivent être mis en accusation. Je ne pense pas qu'ils soient la lie de la société. Mais ils ont été accusés pendant 5 ans, monsieur. Pendant 5 ans, ils étaient la lie de la société. Pendant 5 ans, on a dit qu'ils ne voulaient pas travailler. Pendant 5 ans, on a dit qu'on n'augmentait pas parce que sinon, c'était une incitation à rester à la maison. Ça a été ça, le discours, pendant 5 ans. Et il faut quand même là-dessus prendre la réalité pour ce qu'elle est. Il y a aujourd'hui, dans une période de crise, une vérité dans ce discours-là. Eh bien non, justement, et c'est là-dessus que je voulais vous amener. Il n'y a pas de part de vérité sur ce discours et je ne prends pas les pauvres pour des feignants.
tout comme ils ont été pris pendant quelques années. Et ce que vous venez de dire dans cette part de vérité, pour moi, elle n'existe pas. Mais vous le savez Elle très bien, vous n'existe tenez un pas. discours, là, vous savez très bien. Et non, Quand je vous ne sais regardez pas. les choses de près, vous le savez Je ne très sais bien. pas. Et sur une circonscription populaire comme la mienne, en Seine-Saint-Denis, je peux vous dire que je rencontre des gens très modestes, des gens qui sont aux frontières de l'exclusion. Et si demain ils avaient la capacité à revenir dans la société par le travail, parce qu'ils savent que c'est le travail qui peut les ramener, ils utiliseraient ce moyen, quel que soit ce que l'on leur propose. Alors, comment empêcher que la France se clochardise, Bruno Leroux? La À France, part taxer Depardieu, comment faire en sorte que la France évite de se clochardiser? d'abord en faisant confiance à la gauche et en virant la droite, ce qui a été fait. Et ça, c'était quand même... C'est sous Mitterrand qu'on a passé Vous savez, la voie de de clochardisation, c'était quand on fait décrocher l'école publique, comme elle a décroché pendant 5 ans. Mais c'est vous qui la tenez, l'école publique, Bruno C'était Leroux. quand on augmente les inégalités. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui la tenez, Bruno Leroux, l'école publique. Mais l'école publique, c'est pas nous qui ont supprimé 12 000 postes par an pour faire en sorte qu'elle soit dégradée de 8 places dans la compétition internationale. Et donc, ce que vous appelez la voie de clochardisation de la France, ça a été la voie de l'opposition des Français les uns contre les autres. Et de faire en sorte qu'on ne valorise uniquement que ceux qui réussissent, sans arriver à faire en sorte de porter les dispositifs pour faire en sorte que ceux qui perdent des pieds puissent retrouver pied dans la société. Eh bien, ça, c'est une différence fondamentale entre ce qui est fait aujourd'hui, l'école, mais les dispositifs qui sont les dispositifs d'accès à l'emploi. Donc, premier budget de l'État, l'école. Mais bien entendu, le premier budget de Augmenter l'État, le budget l'école. Et quand elle a décroché dans les enquêtes internationales, comme elle a décroché du 8 places dans les classements européens aujourd'hui, c'est toute la tradition française qui a été remise en cause. La tradition de la France depuis la Troisième République, c'était d'apporter l'éducation à ses enfants, à tous ses enfants, sans distinction, à tous. Eh bien, nous avons rompu avec cela. Ça, c'est peut-être le premier élément qui a conduit au déclassement. Une question de Romain Mazneau pour RCF. Et certains, à droite notamment, pointent le coût du dispositif. Ça va coûter entre 2 milliards et 2 milliards et demi d'euros par an, à peu près, ce plan de lutte contre la pauvreté à l'horizon 2017. Comment vous allez financer ces mesures alors que le gouvernement doit déjà trouver 10 milliards d'euros à peu près pour financer le crédit d'impôt? Mais le plan de finance, d'abord, nous ne sommes pas sur les mêmes engagements, mais nous avons la possibilité, et je n'oppose pas l'un à l'autre, il nous faut aujourd'hui financer non pas 10, mais 20 milliards au titre du crédit d'impôt. Nous avons dit que nous allions le faire par 10 milliards d'économies supplémentaires sur ce qu'on appelle la dépense publique et 10 milliards de prélèvements. Pour l'instant, c'est 7 milliards sur le changement des taux de TVA et les nouveaux taux à 5, 10 et 20%. Il y a aussi la fiscalité écologique qui va être mise en place. Je mène en ce moment une réflexion au titre de l'Assemblée nationale, mais en accord avec le gouvernement, pour essayer de fixer pour 2014 les taux, puisque ces augmentations de TVA se feront en 2014. Mais moi, je n'oppose pas ces 20 milliards qui sont là et qui sont financés aux 2 milliards et demi pour la pauvreté, qui vont dans la même logique, essayer de retrouver de la cohésion à l'intérieur de notre société, ne pas opposer les chefs d'entreprise qui créent de l'emploi à ceux qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi, et toujours avoir la même ligne, essayer que chacun puisse vivre dignement au sein de la société, en étant respecté et en pouvant faire valoir ce qu'il a. Et donc là, les 2 milliards et demi, le plan de financement sera annoncé le 22 janvier, il portera sur des redéploiements budgétaires à l'intérieur du budget de l'État. Il n'y aura pas de prélèvements nouveaux qui viendront financer ce plan de 2 milliards et demi. Vous avez parlé de la fiscalité écologique, donc oui. ça, là, il y aura de la nouveauté sur le plan fiscal. Ça fait partie, c'est dans ce que nous avons annoncé. Pour l'instant, dans les 10 milliards sur la fiscalité, nous avons 7 milliards qui sont dus à la hausse de la TVA et 3 milliards qui sont dus à la fiscalité écologique à laquelle nous sommes en train, avec les groupes parlementaires, avec le gouvernement, avec Delphine Batho, de réfléchir à la mise en place. Question de Corinne Laurent. Plus de pauvres, plus de plans sociaux, plus de rémunération aussi pour les patrons du CAC 40. Apparemment, François Hollande doit dîner avec eux la semaine prochaine. Est-ce que ce n'est pas un nouveau signe de son virage, de ce tournant politique? Et puis, est-ce que ce n'est pas un risque aussi de coupure avec les catégories populaires? Et moi, je n'ai pas... J'assume totalement le fait, et je l'ai dit d'ailleurs de façon très claire, j'ai été en relation constante ces dernières semaines avec les partenaires sociaux, avec la présidente du MEDEF, mais aussi avec le président de l'association avec lequel François Hollande va dîner, M. Pringuet, pour la FEP, parce que c'est important de discuter, là encore, je ne veux pas être dans l'opposition. L'objectif que nous avons aujourd'hui dans le retour de la compétitivité pour nos entreprises, c'est bien le premier objectif d'emploi, c'est bien ensuite des objectifs d'être plus compétitifs, c'est-à-dire d'améliorer la recherche et le développement, nos capacités à l'exportation. Et moi, je peux aujourd'hui me poser des questions sur la façon dont les entreprises ont utilisé ces dernières années les marges financières qui étaient les leurs, de la façon dont elles ont redistribué. Je pense qu'il y a des messages à passer de solidarité en période de crise, mais ces messages, il faut les passer avec conscience de ce qu'est l'État.
une capacité d'interpellation. Et donc que l'on dise à des patrons, j'ai vu les augmentations de rémunération, Oui. que l'on dise à des patrons d'abord dans la 4%, période... 4% l'an dernier pour les patrons du CAC 40. Beaucoup plus que les salariés. Ouais. Beaucoup plus que les salariés. Ça Et ne donc, pose pas de problème. mais d'abord, bien entendu que ça me pose un problème. Bien entendu que nous avons cherché, d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons pris une mesure de la limitation des rémunérations dans les entreprises où l'État est représenté, 450 000 €. Et c'est déjà une grosse rémunération, mais c'est bien moins qu'avait un certain nombre de patrons. Donc, quand il fallait faire et prendre les décisions et que nous étions en situation de le faire, nous l'avons fait. Mais enfin, ce n'est pas nous qui fixons les rémunérations à l'intérieur des entreprises privées. Nous disons simplement qu'il doit y avoir de la décence. Et que quand il n'y a pas de décence, eh bien, il doit y avoir une correction par l'impôt. Les grands patrons, l'été dernier, se plaignaient de ne pas avoir assez d'impôts. Nous leur avons dit, attendez-nous, nous arrivons. Eh bien, ils ont pu avoir confiance en nous. Nous avons changé les choses. On peut comprendre, Bruno Leroux, que pardon, les pauvres dont on parlait à l'instant trouvent ça choquant. 4,2 millions d'euros en moyenne de revenus l'an dernier pour les patrons du CAC 40. Je partage avec eux le fait qu'ils soient choqués. Et dans le même temps, eh bien, nous essayons d'utiliser les moyens de redistribution fiscale qui sont ceux de l'État. Mais il ne peut pas y avoir de confiscation qui soit faite comme cela, parce que cela choquerait. Il y a des dispositifs qui doivent inciter, des dispositifs qui doivent peser sur le comportement citoyen. Mais pour le reste, je ne veux pas être ici et faire croire, comme une partie de la gauche essaye de le faire aujourd'hui, qu'on pourrait recréer l'Union soviétique à l'échelle de la France, en prétendant nationaliser toutes les entreprises, en fixant les rémunérations de tous les dirigeants. Gérard Depardieu qui s'installe en Belgique pour échapper à l'impôt. Choquant. Choquant quand on sait ce qu'il doit aujourd'hui à la France, et notamment aux Français, qui, quelquefois, à plusieurs enfants, des familles nombreuses, ont fait des choix pour aller voir des films. On fait des choix budgétaires, on fait des choix de ne pas faire autre chose. Et donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'immoral dans la décision qui est la sienne. Si l'on m'expliquait demain qu'il part parce qu'il n'arrive plus à vivre, tout simplement, parce qu'il est dans le besoin et parce que la fiscalité de la France est devenue si confiscatoire qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins, là, j'essaierai de le traiter comme tous ceux à qui nous essayons d'apporter du réconfort dans cette période de crise. Mais ce n'est pas. C'est quelque chose de totalement individualiste et qui, aujourd'hui, doit être condamné. En tout cas, moi, je condamne ce départ. Yann Gallu, votre collègue socialiste, propose qu'il soit déchu de sa nationalité française. Il a fait cette proposition, ce qui m'a amené à lui confier une mission à l'Assemblée nationale, au sein du groupe socialiste, sur les exilés fiscaux, en lui disant que je ne souhaitais pas que cette proposition soit la proposition de départ, et que je ne souhaitais même pas qu'elle soit une proposition d'arrivée. Je ne crois pas à cette mesure de déchéance de la nationalité, si tant est qu'elle soit possible, et d'ailleurs dans notre pays elle n'est pas possible, parce qu'il y a des conditions où on ne peut pas créer d'apatrides en France. Mais en même temps, il y a très certainement, si l'on évalue à 7 à 8 milliards le manque de recettes fiscales par ces exilés fiscaux, moi je n'en tire pas la conclusion qu'ils sont trop taxés. J'en tire la conclusion qu'il faut mettre en place un dispositif pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas continuer à profiter de tout ce qui est les avantages dont ils prétendent bénéficier dans notre pays, système de santé, système de soins, système éducatif éventuellement, enfin tous les systèmes que nous développons, et en même temps aller à l'étranger payer des impôts qui sont beaucoup moins lourds qu'en France. Une dernière question de Romain Masneau, puis après on marque une pause. Oui, sur la pauvreté, l'un des aspects de ce phénomène, c'est les ménages surendettés, et un des facteurs d'aggravation, c'est le crédit revolving. Alors, le ministre de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, avait envisagé d'interdire purement et simplement ce type de crédit, je crois que c'était l'été dernier. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? J'y suis extrêmement favorable depuis plusieurs années. Je ne supporte pas ce type de crédit qui se glisse dans les publications les plus regardées par les journalistes, dans les programmes télévisés, dans ces journaux que l'on achète à quelques dizaines de centimes d'euros et où l'on retrouve en page 4 une pub vous faisant croire que vous allez pouvoir acheter sans jamais véritablement rembourser avec des choses. Je condamne ces pratiques, je condamne le crédit revolving et je souhaite avec Benoît Hamon que nous puissions marquer quelque chose de très clair. Je sais les lobbies auxquels nous nous sommes retrouvés opposés quand nous avons fait ces propositions ces dernières années. Madame Lagarde avait essayé d'avancer, elle avait pris la mesure de ce problème. Mais je crois que c'est la pire forme de crédit qui soit que de laisser penser à des gens que l'on cible parce qu'ils sont modestes, qu'ils peuvent s'endetter sans que cela soit sans conséquence pour eux. C'est quelque chose d'absolument, je trouve, abominable sur la façon de faire, et des banquiers qui sont des banquiers normaux ne peuvent pas continuer dans une période de crise à faire cela. Alors, je vous propose de marquer notre deuxième pause et on se retrouve dans quelques instants pour parler du mariage pour tous.
Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invité cette semaine est Bruno Le Roux, le patron du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Pour vous interroger, Bruno Le Roux, cette semaine, Corinne Laurent pour le quotidien La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame qui vous pose la première question. Une délégation de députés va se rendre à Bruxelles, je crois, lundi, pour visiter une clinique où sont pratiquées des procréations médicalement assistées. Vous-même, vous allez déposer, je crois, un amendement en ce sens dans le cadre du projet de loi sur le mariage pour tous. Qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Est-ce que vous subissez des pressions particulières qui vous incitent à aller dans ce sens-là? Ou est-ce que c'est une conviction personnelle? D'abord, c'est une position qui est une position. La position de base, le texte qui a été déposé à l'Assemblée, c'est le mariage pour tous et avec l'adoption. Mais sur la PMA dont vous me parlez, c'est une position qui est d'abord une position du Parti socialiste depuis plusieurs années, qui a été notifiée dans des textes. C'est une position du groupe socialiste quand Jean-Marc Ayrault en était le premier secrétaire. C'est des propos qui avaient été tenus et des engagements qui avaient été pris dans la campagne présidentielle par le président de la République. Et pour moi, c'est une conviction personnelle que la question est une question politique aujourd'hui, et que ce n'est pas une question ni médicale, que ce n'est pas une question bioéthique. D'ailleurs, nous avions la dernière fois parlé de la question de la PMA à l'intérieur du débat bioéthique à l'Assemblée nationale, et M. Leonetti, dans un rapport qui en était le rapporteur, nous avait dit que ça n'a pas sa place ici, c'est une question politique, ce n'est pas une question bioéthique. Bruno Le Roux, en écoutant Christiane Taubira, qui avait donné d'ailleurs une interview au quotidien La Croix, au début du processus législatif, que cette affaire de procréation serait renvoyée à un autre projet de loi dans la famille. Mais il ne vous a pas échappé que je suis président d'un groupe parlementaire et qu'elle est ministre de la Justice et garde des Sceaux, et que c'est le Parlement qui fait la loi. C'est le gouvernement qui propose. Donc François Hollande a dit hier soir qu'effectivement, s'il y avait un amendement, effectivement, l'Assemblée est souveraine. Bien entendu. Le gouvernement pourrait s'aligner sur le choix du Parlement. Je peux vous dire ici que même si le débat aura lieu à la fin du mois de janvier, mais pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, oui, il y aura un amendement sur la question de l'AMP, plus communément appelée PMA, il y aura un amendement, et que je ne peux pas vous dire aujourd'hui si cet amendement, je pense qu'il y a une majorité pour le voter. Mais en même temps, je veillerai à la façon dont il va vivre, au débat qui va être, à la façon dont j'aurai et dont nous aurons à expliquer pourquoi nous le souhaitons dans ce texte. Et si c'est un élément dont je vois qu'il divise fortement, je prendrai à ce moment-là ses responsabilités, mes responsabilités, pour savoir si je le maintiens dans ce texte, pour savoir s'il doit être dans un texte à côté. Le débat aura lieu, le gouvernement souhaite que le débat ait lieu, mais le moment venu, je prendrai, en tant que président du groupe majoritaire, mes responsabilités pour savoir si ce débat doit aller jusqu'au bout dans ce texte ou s'il doit être mis ailleurs. Question de Romain Mazenot pour RCF. Oui, on a du mal à comprendre, les partisans de la PMA évoquent le principe d'égalité, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut opposer à la demande des couples d'hommes qui veulent avoir recours à des mères porteuses, par exemple? C'est pas tant la question de l'égalité. Depuis 1994, la PMA est une technique qui est acceptée en France. Elle a été établie en 1994 et depuis, elle a lieu. Elle a lieu normalement quand il y a infertilité. Or, les études que l'on peut faire montrent qu'aujourd'hui, les couples qui y ont accès, pas uniquement des questions d'infertilité. Donc la question n'est pas aujourd'hui l'évolution d'une technique. S'il y avait l'évolution d'une technique médicale, alors il devrait y avoir un débat bioéthique. La question, c'est de savoir, est-ce que ce qui existe depuis 1994, nous souhaitons pouvoir le mettre en place pour des couples qui sont des couples de femmes. Et ça fait partie, je pense, du nouveau droit et de compléter le nouveau droit que nous voulons accorder. Pour le reste, si cela devait être une revendication pour les hommes, il ne vous a pas échappé que, de façon logique, c'est quelque chose de très différent. C'est la gestation pour autrui à laquelle je suis opposé. Et je pense qu'il n'y a pas la concordance et égalité des droits. Et donc je fais des débats en ce moment, parce que là il peut y avoir des pressions, comme vous parliez tout à l'heure. Vous êtes accusé de discrimination. Oui, j'ai une pression, mais on m'accuse dans les débats de discrimination. Est-ce que le Conseil constitutionnel ne pourrait pas considérer que là il y a une égalité dans les droits? Non, je ne le crois pas, parce que nous sommes sur des techniques totalement différentes. L'une étant déjà codifiée dans notre droit, autorisée dans notre droit, l'autre posant des questions qui sont simplement, non pas simplement des questions d'ailleurs uniquement de bioéthique, mais des
questions de marchandisation même du corps humain. Donc il y a là un débat qui est un débat qui n'est absolument pas de même nature et qui n'est pas aujourd'hui d'ailleurs présent dans notre loi. Dans les cliniques, nous n'allons pas, et je n'irai pas, et il n'y aura pas de mission du groupe parlementaire ni de mission de la commission des lois qui iront par exemple aux États-Unis pour regarder ce qui se passe en matière de GPA. À l'instant, la PMA, c'est fait pour des couples qui ont des problèmes de stérilité. Et c'est remboursé par la sécurité sociale, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que, dans le cadre du projet de loi, des femmes mariées vont demander une PMA et vont demander à être remboursées par la sécurité sociale? C'est un des points sur lesquels nous débattons aujourd'hui. Il se heurte dans l'amendement que nous pourrions déposer à ce que l'on appelle l'article 40. En gros, nous n'avons pas le droit, nous parlementaires, de créer des dépenses nouvelles pour l'État ou pour le budget de l'État ou pour les budgets associés de l'État. Et donc c'est une réflexion, une expertise que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour faire en sorte, bien entendu, de respecter l'équilibre des finances des budgets sociaux. Mais ce n'est pas une question de finances, c'est une question de fond. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, en tout cas, faire en sorte que dans cet amendement, nous introduisions un remboursement, puisque cela serait retoqué comme amendement au titre de l'article 40 et de l'augmentation des dépenses. Louis Dauphren ? Justement, il y a aussi une question effectivement de finances. La Caisse nationale d'allocation familiale a retoqué le projet sur le mariage pour tous avec, je crois, les AFC, la CFTC et la CGT qui ont refusé, disant que si vous ouvrez de nouveaux droits, vous allez effectivement ouvrir de nouvelles dépenses, qu'il va falloir aller chercher les budgets. Oui, Alors, sur les congés parentaux, par exemple, oui. Si vous ouvrez des congés parentaux pour des couples homosexuels, sur quoi prenez-vous le budget du congé parental? Vous réduisez le congé parentaux des autres, des familles hétéros, si je puis dire, ou bien vous allez créer de nouvelles sources de revenus? À l'évidence, nouvelle taxation. À l'évidence, nous avons anticipé dans le projet de loi qui propose le mariage pour tous, il y a bien entendu l'ouverture d'un droit. Et cette ouverture d'un droit, ce n'est pas simplement le mariage, c'est ce qui peut être associé au mariage, qui d'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, est associé au PACS. Et donc les éléments totalement nouveaux en matière de droit, je regarderai longuement l'avis de la CFTC et de la CGT, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des dépenses considérables. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais le PACS ouvrant aujourd'hui à une grande partie des congés parentaux, des choses. Mais pour le reste, oui, il ne vous a pas échappé que sur la question des prestations familiales et de la politique familiale, nous avons, et d'ailleurs je souhaite que le Parlement y participe, nous avons dit qu'un certain nombre de prestations devaient être beaucoup plus sous condition de ressources plutôt que dans leur universalité. Et donc moi je souhaite et je continue à souhaiter, tout comme nous l'avons fait sur le quotient familial, qu'un certain nombre de prestations familiales puissent être demain redistribuées sous condition de ressources. Question de Corinne Laurent pour la Croix. Oui, le projet de loi viendra en discussion à l'Assemblée fin janvier, le 29 janvier. Mais est-ce que vous trouvez normal que le débat s'organise jusqu'ici, dans la rue? Il y aura une manifestation pour le mariage dimanche 16 décembre, une manifestation contre le 13 janvier. Est-ce que vous trouvez normal? Dans notre pays, oui. Oui, si cela ne se passait que dans la rue, non, mais j'observe en ouvrant les journaux qu'il y a des tribunes, que le sujet a été débattu, que des avis contradictoires qui permettent de faire progresser, c'est bien. J'observe qu'à l'Assemblée nationale, il y a un débat qui est pris en compte par la Commission des lois, avec des auditions qui sont mises en place, avec un travail qui est parti... Écoutez, les juristes qui étaient opposés au mariage pour tous n'ont pas été reçus. Il n'y a pas de députés de l'entente parlementaire qui étaient contre ce mariage qui ont été reçus. Les religions ont le sentiment d'avoir été franchement maltraitées par vos pairs. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, ça m'inspire qu'il y a eu un débat qui était totalement normal. Je ne vais pas vous dire que nous connaissions les positions, mais enfin, elles sont connues. Nous avons permis qu'elles s'expriment dans l'enceinte de l'Assemblée de façon officielle pour être au rapport. Nous avons permis à tous ceux qui sont venus de nous donner des éléments complémentaires pour figurer au rapport. Et donc le rapport qui sortira fera état de toutes les positions qui ont souhaité être exprimées devant l'Assemblée pour faire en sorte, là encore, que tout le monde ait pleinement connaissance. Mais enfin, je n'ai rien appris de nouveau. À ce moment-là, j'étais devant la télé, je regardais dans mon bureau, j'organisais le groupe et j'écoutais les représentants des religions ce jour-là. J'étais content qu'ils soient là. C'était normal qu'ils viennent s'exprimer. En même temps, le temps qu'ils ont eu leur a permis de dire de façon très claire quelle était leur position. Je n'ai rien appris. Et il était important qu'ils soient là pour qu'elles soient considérées comme faisant partie du débat, étant au cœur de ce qu'il était nécessaire d'exprimer. Mais enfin, je ne vois pas ce que la démocratie aurait gagné à faire en sorte qu'il y ait 45 minutes de plus ou 1 heure de plus pour chacune d'entre elles. L'essentiel était qu'il y ait cette écoute et qu'il y ait cette prise en compte. Vous savez que ce n'est pas la durée, c'est le ton.
Bien, écoutez, j'ai trouvé que le ton était un ton qui s'y habillait bien à une enceinte telle que celle de l'Assemblée nationale et dans les circonstances dans lesquelles elle était. Moi, j'ai trouvé ce ton plaisant. On assiste au retour du droit de vote des immigrés non communautaires aux élections locales dans le débat politique, alors qu'on pensait que ce projet était enterré. Ça veut dire quoi? Que le sociétal supplée le social? Ça veut dire qu'il faut, non, ça veut dire que pour que ce droit soit effectif, et il devrait l'être dès les municipales de 2014 et 2015, difficile peut-être d'aller sur le fond, mais moi je souhaite que ce projet soit inscrit très vite, parce que ce n'est pas simplement le fait de remplir une vieille promesse. La façon dont se passent aujourd'hui les rapports à l'intérieur de nos villes, la façon dont quelquefois nous n'avons pas su créer au niveau de la République, et je pense que la République a un problème dans beaucoup d'endroits aujourd'hui pour montrer la force qu'elle a, pour montrer la vivacité qui est la sienne, et que cela entraîne des replis qui sont des replis communautaires, des replis identitaires, des replis religieux, des replis dans l'extrémisme religieux. Et moi, je crois que le droit de vote est un signe qui est donné, qui va à l'encontre de la communautarisation. Dans des départements comme le mien, pour les prochaines élections, se préparent des listes qui sont des listes communautaires. Il faudra trouver 30 parlementaires. Je souhaite utiliser, il faut trouver, et c'est pour cela que j'ai demandé au gouvernement que ce projet soit inscrit, parce que l'on ne peut pas trouver les parlementaires sans qu'ils prennent leurs responsabilités. Et moi, j'en ai constaté ces dernières semaines que quand j'allais les voir, ils me disaient « mais non, on n'y est pas favorable ». Et puis en même temps, il n'y a pas de texte. Donc on va pas vous dire qu'on y est favorable, il n'y a pas de texte. Eh bien moi, je vais leur dire maintenant, il y a un texte qui va venir. J'ai cru comprendre qu'on en discussion. déposerait le texte que s'il y avait une majorité. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation du gouvernement. Et la demande que je leur fais au nom du groupe socialiste, c'est de déposer le texte pour constater 3 majorités. Une majorité à l'Assemblée, une majorité au Sénat, et pour constater ce que je souhaite, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui, parce qu'il y a une régression dans l'opinion publique, mais pour constater qu'il y a une majorité dans l'opinion publique. Et quand il y aura la constatation de ces 3 majorités, alors ceux qui sont contre prendront leurs responsabilités. Question de Romain Mazneau pour RCF. François Hollande a annoncé la création d'un observatoire national de la laïcité. Est-ce que c'est une manière, est-ce que c'est un lot de consolation, une manière d'enterrer sa promesse de campagne d'inscrire la loi de 1905 dans la Constitution? Non, je ne le crois pas, je ne le pense pas. Je pense que c'est complémentaire. Vous êtes favorable à l'inscription de la loi 1905? Oui, je suis bien entendu favorable à cette inscription dans la Constitution. Je vois les problèmes qu'elle pose, notamment s'agissant de l'Alsace-Moselle et de la situation particulière, mais je continue à penser que cet engagement est un engagement. Nous avons tenu d'ailleurs à l'Assemblée cette semaine les 3e rencontres de la laïcité. Une fois par an, nous faisons un point, là avec en l'occurrence Manuel Valls, Christiane Taubira et Vincent Peillon, qui sont venus chacun sur leur domaine nous dire la façon dont ils voyaient la vivacité de ce concept de laïcité que nous souhaitons inscrire au cœur de tous les textes qui vont arriver à l'Assemblée nationale, pour bien vérifier si cette valeur qui a été malmenée durant le quinquennat précédent est aujourd'hui au cœur des textes et au cœur du fonctionnement républicain que nous souhaitons. Dernière question. Oui, pourquoi malmener simplement? La laïcité positive? Non, l'instituteur qui à un moment donné était comparé au curé, ce n'était pas la laïcité. La façon dont on prenait parti dans les débats en invoquant la religion, la stigmatisation qui était faite de certaines d'entre elles, c'est une laïcité qui a été malmenée, tout comme a été malmenée la République durant 5 ans. Mais là-dessus, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est un patrimoine commun aux Républicains. Et quand nous faisons des rencontres de la laïcité, j'observe que mes collègues de droite sont aujourd'hui sur des positions qui sont des positions que nous pouvons partager, sur lesquelles nous pouvons évoluer ensemble. Et je crois qu'il s'agit là d'un patrimoine commun. Alors, il nous reste moins d'1 minute. Une question. Vous êtes un pourfendeur du cumul des mandats. Et si on faisait un référendum au sein de votre groupe, je ne suis pas sûr que vous auriez la majorité. Comment faites-vous? J'aurai une large majorité au sein du groupe, mais j'aurai une forte opposition. Et j'aurai une forte opposition de ceux qui cumulent aujourd'hui. Et comme on le dit, vous savez, ce n'est pas les dindes qui vont fêter Noël. Cette expression avait déjà été utilisée. Voilà, il faudra à un moment donné faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités comme parlementaire. Et moi, je le dis toujours à mes amis parlementaires, faites attention. Il y a des sujets sur lesquels les Français seront fondés à vouloir non simplement que nous tenions nos engagements, mais peut-être à nous forcer à le faire. Et à dire, s'ils ne veulent pas le faire, nous prendrons nous-mêmes la décision. Et à solliciter peut-être le président de la République pour qu'il leur demande leur avis. Un référendum? Je l'ai toujours dit, en matière de rénovation politique, nos concitoyens sont en situation d'attendre bien mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Et si demain il y avait des réticences au Parlement, alors je crois que les Français seraient fondés à nous dire, on va décider. Peut-être pas uniquement sur le référendum. Vous savez, les Français, ils pensent aussi... Une consultation avec des questions multiples. Avec des questions. Est-ce qu'il y a trop de députés aujourd'hui ? Je
crois que les Français sont enclins à penser qu'il y en a peut-être un peu trop. Surtout trop si de vous mettez sénateurs. une dose de proportionnelle. Peut-être un peu trop de sénateurs. Donc faisons attention, quand on est parlementaire aujourd'hui, à ne pas donner un signe qui soit un signe qui radicalise les Français contre la classe politique. Merci Bruno Leroux. Fin de cette émission Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de ce rendez-vous. Et notre invité sera la semaine prochaine, l'autre gauche, hein, Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à l'élection présidentielle. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.